Salut les amis, donc jusqu'ici on a vu d'où viennent les Touaregs de Kidal, quelle est leur organisation, comment de tribus non nobles ils ont pu se hisser au même niveau que les autres tribus et comment ils ont pris le dessus sur les autres tribus. Maintenant aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment les Touaregs de Kidal se sont comportés avec l'indépendance de la République du Mali. Donc en 1960, le changement après le départ des Français porta uniquement sur des éléments militaires présents dans la région. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 1960, l'armée française était encore présente sur le sol malien malgré l'accession à l'indépendance. Ainsi, bien évidemment, le peloton Méharis du Timétrain a été licencié par Modibo Keïta et remplacé par des unités mixtes de même type, c'est-à-dire composées à moitié de soldats noirs et de soldats blancs, c'est-à-dire Touaregs et Arabes. Des unités furent également placées à Boukessa, à Tessalit, à Aguelok, et toutes ces unités-là étaient sous les ordres des sous-officiers maliens. Le poste de Boukessa d'ailleurs, qui a été remarquablement géré, était commandé par Mamadou Baney, que les soldats français n'hésitaient même pas à parler des compétences de Mamadou Baney. Ainsi, le commandant dira lors de sa tournée que son niveau d'éducation et son style de gestion dénotent une instruction nettement supérieure au niveau que peut avoir les Touaregs d'Algérie. Vous voyez là qu'on ne le compare même pas aux Touaregs de Kidal, mais aux Touaregs d'Algérie. Donc on dit qu'il avait un niveau quand même qu'aucun Touareg ne pouvait avoir à cette époque-là. Et d'ailleurs, ce commandant-là ajoutera que les soldats maliens avaient une instruction militaire aussi assez poussée. Donc, à partir du 1er octobre 1960, le guide Modibo Keïta créa donc l'armée malienne. C'est Modibo Keïta qui a créé l'armée malienne à partir de 1960, donc le 1er octobre 1960. Et c'est donc le 20 janvier que nous commémorons. Et donc, c'est à cette date-là qu'il a officiellement demandé à la France l'évacuation de ses bases militaires du Mali. C'est donc dans ce contexte-là que dans le nord du Mali, la base aérienne de Tessalit a été remise aux autorités maliennes et les unités françaises encore présentes dans ces bases-là se replièrent donc sur l'Algérie qui était encore française. Donc les années 1959 jusqu'à 61 n'ont pas été des années assez mouvementées dans le nord du Mali. Il n'y a pas eu de grands bouleversements des structures administratives et même militaires. Modibo Keïta était très sensible à la situation et il ne voulait pas prendre de mesures qui pourraient être mal interprétées par les différentes tribus. Cependant, pour avoir un État viable, le Mali avait adopté quand même une ordonnance, la fameuse ordonnance 32 du 28 mars 1959, pour créer des crimes et délits à caractère raciste, régionaliste et religieux. Pendant cette période, on avait quand même commencé à bâtir les fondements de la République. Donc tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté du culte, était punie de 1 à 5 ans de prison et de 5 à 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire. Bien évidemment, dans ce contexte-là, les auteurs des différentes pétitions, notamment Mohamed Ali Ag Atayer et d'autres Touaregs racistes, ont vu que le temps n'était plus donc à la subversion et ils ne pouvaient plus rester au Mali. C'est pourquoi ils sont tous partis en exil. Mais il n'y avait pas que le Nord, d'ailleurs, dans cette situation-là. Dans plusieurs localités du Mali, il y avait quelques individus isolés qui voulaient tout de même créer des républiques, des États indépendants. Et c'est dans ce contexte-là que, par exemple, à Ségou, il y a eu un certain Moussa Diarra qui voulait créer la République de Ségou. Et lui, pour la petite histoire d'ailleurs que je vais vous raconter, c'est à cause de cette loi-là que le dénommé Moussa Diarra, qui voulait créer la République indépendante de Ségou, après avoir créé un parti politique et une guérilla, il commençait notamment à Sankoïba, à sensibiliser les populations, à refuser l'USRDA, à refuser le Mali pour avoir une autonomie.
Et c'est dans ce contexte-là, bon, il y a eu un incident et il a été arrêté, jugé et assigné à résidence. Et d'ailleurs, on notera que il fut le premier, enfin, si je peux dire ainsi, malien à féliciter le coup d'État militaire du CMLN, c'est-à-dire le comité dirigé par Moussa Traoré en 1968. Et c'est uniquement à cette date-là que sa résidence, son assignation à résidence fut levée. Et donc ce Moussa Diarra n'est autre que le père de Cheikh Modibo Diarra, qui a été Premier ministre pendant la transition, c'est-à-dire après le coup d'État de Sanogo en 2012, et qui a même épousé la fille de Moussa Traoré. Donc on se rappelle qu'en 2018, Cheikh Modibo s'était associé avec Moussa Mara, qui est aussi le fils de Joseph Mara, qui est un autre compagnon de Moussa Traoré. Tout cela, c'est juste pour vous expliquer qu'au Mali, il existe encore des forces obscures qui essaieront toujours de tout faire pour modifier notre histoire. Donc on va revenir sur les Touaregs du Nord. Donc vous comprenez que cette ordonnance numéro 60 du 30 mars 59 permettait donc aux autorités de placer en résidence surveillée ou même en prison toute personne qui troublerait l'ordre public ou se serait opposée à l'administration malienne, donc soudanaise à l'époque. Quand on analyse bien le contexte de façon globale et tout ce qui se passait en cette période-là, on pourra trouver aujourd'hui, bien évidemment, cette ordonnance liberticide. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, que des journalistes français de l'époque avaient demandé à Modibo Keïta si cette ordonnance était transitoire ou allait rester définitivement. Je vais vous lire sa réponse. Donc, il dira: la réponse à cette question est inscrite dans l'histoire. Le Soudan est un État jeune. Le pays est divisé en 4 grandes régions, avec des populations et des mentalités différentes. L'idée de l'État n'est pas encore formée. Des flambées de régionalisme se produisent. Nous ne pouvons couper court à ce danger que par des mesures énergétiques, par des mesures exceptionnelles, comme la France en a pris à certaines périodes. L'ordonnance dont il s'agit sera rapportée quand il apparaîtra qu'elle n'a plus de justification. Fin de citation. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison, parce que c'est grâce à cette ordonnance-là que le Mali est resté un seul État uni. C'est grâce à cette ordonnance-là qu'il a pu combattre légalement tous ceux qui voulaient créer de la subversion, tous ceux qui voulaient la dislocation de cette République du Mali. Et c'est Modibo Keïta d'ailleurs, dans la foulée, qui introduira l'intangibilité des frontières dans la charte de l'OUA, de la charte de l'Union africaine. Et donc vous comprendrez qu'en 1958, Modibo se rendit à Tombouctou. Et il expliquera aux habitants de Tombouctou. On était en pleine période au CRS. Je le cite: l'OCRS ne sera jamais un organisme politique, tout au plus un ensemble économique dont les États riverains seront actionnaires. Toutes les intrigues tendant à englober une fraction du territoire soudanais dans le Sahara seront vouées à l'échec et leurs promoteurs poursuivis. Donc, et d'ailleurs, à la suite de cette visite-là, il y a Madera Keïta également, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui était en tournée dans le Nord du 10 au 26 octobre 1959. Lui aussi, il dira, je le cite: les tribus nomades sont aujourd'hui toutes pénétrées de cette vérité essentielle que la voie de l'indépendance et de la souveraineté passe obligatoirement par l'unité nationale et que rien ne saurait désormais les séparer de leurs frères noirs auxquels plusieurs siècles d'histoire les lient. Tout a été fait en gros pour empêcher cette République du Mali-là de voir le jour sous l'autorité des Noirs. Et donc, il fallait tout faire pour que ces tribus qui n'ont pas participé surtout aux luttes d'émancipation, qui n'ont pas participé aux différentes guerres mondiales, qui n'ont pas participé aux travaux forcés, pour que ces tribus puissent s'intégrer dans la nouvelle République naissante. Et d'ailleurs, on le notera dans le rapport de la tournée effectuée du 4 au 10 juillet 1960 à Kidal, par Bakara Diallo. Bakara était le commandant du cercle de Gao. Il dira à l'époque que
tout en continuant à surveiller les Ifogas qui ne doivent pas ignorer l'existence de l'État et de ses lois, le principe de notre action doit être dirigé en direction des masses, les Imrad, chez lesquels nous devons provoquer une prise de conscience. Il ajoutait là le même Bakara, sans embâge. J'ai évidemment dit à mon auditoire ce que ces conceptions avaient contraire avec celui du pouvoir central. Certains leur ai-je dit, nous avons conscience de la grande diversité de notre pays et sommes prêts à respecter partout ces diversités. Mais dans un État, il ne peut y avoir deux armées, deux forces de police, le maintien de l'ordre public étant de la compétence exclusive de la puissance publique. Au-delà de ce principe, c'est la voie ouverte à l'anarchie, à la sécession. Le régime colonial a fait régner la paix et la sécurité sur nos peuples. Vous aviez arrêté les razzias. Nous avons demandé notre indépendance pour hâter notre développement et notre évolution et non pas pour tomber dans les maux du passé, l'anarchie et les guerres intestines. Bakara soulève quand même le fait que, avec l'arrivée des Français et le départ de la colonisation, c'était la fin des razzias, comme je l'ai dit tantôt, les Touaregs du Mali, leur seul mode d'expression, c'était de pouvoir, de manifestation de pouvoir, mais aussi leur seul moyen de développement et de s'enrichir, c'était des razzias. Donc l'arrivée des Français a mis fin aux razzias. Il y a eu la prospérité, les Imrad ont commencé à faire de l'élevage, et du coup, la jeune République du Mali, ce n'était pas pour revenir dans l'ancien système. Mais peu avant la tournée de Bakara Diallo, il y avait eu un problème à Kidal. Il s'agissait de la mort d'un certain Ina Djelen Ag Ibazen. Il avait été tué par 2 soldats maliens. On était en mai 1960, lors d'un rixe avec ces derniers. Donc il se battait et lui, il a perdu la vie. Donc, bien évidemment, à l'époque, le commandant de cette zone-là avait diligenté une enquête et puis l'enquête avait classé le dossier de légitime défense. Donc, les 2 soldats avaient été libérés, mais ils avaient été arrêtés auparavant. Donc, Bakara arrive dans ce contexte-là et lorsqu'il rencontre donc, la chefferie de Kidal, la famille Intala et Atayer encore étaient vivants. Donc le commandant de Cercle de Gao, lui, il met en avant la légitime défense des soldats, cette légitime défense qui avait été prouvée par l'enquête. Et du coup, Bakara dira ainsi, il dira, je le cite, « Le vieil Atayer, évidemment, n'entendait pas les choses ainsi. Pour lui, il y a crime, mais il faut que justice se fasse. J'ai dit très fermement au vieil Amonokal mon désaccord, que ma proposition était à prendre ou à laisser. Quelques minutes de réflexion ont amené le fils à donner son accord à ma proposition. Quant au vieux, il est resté muet et comme transi. » Vous voyez là que le vieux n'était pas du tout d'accord avec le jugement de Bakara. Et ce fils-là n'est personne d'autre que Intala. Donc on voit bien que à partir de cet événement-là, Intala s'est aligné sur la position de l'administration Modibo Keïta. Donc cette nouvelle alliance va le servir plus tard et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque le vieux Atayer meurt en 1962, la question de sa succession se posait. Et donc Ili, il n'avait pas de frère. Donc la compétition s'annonça entre ses 2 fils. Donc il y avait son fils Intala, qui venait de sceller une alliance tacite avec Bakara, et il y a son grand frère qui était Zeyed. Donc les 2 voulaient le Tobol, donc les 2 voulaient le pouvoir, donc voulaient être Amenokal. Donc Intala, je peux dire ainsi, était le candidat soutenu par Modibo Keïta, parce qu'il était au-delà de cette action de reconnaissance envers Bakara. Il était quand même républicain, plus ou moins. Il reconnaissait l'État du Mali. Il savait que ça allait être difficile. Et alors que son grand frère, qui était Zied, lui, il avait publiquement affiché son racisme. Et il avait complètement affiché son mépris des Noirs. Et donc la situation était très difficile. L'Assemblée, donc la Djama, n'arrive pas à choisir un Amenokal.
Et finalement, Kidal, je veux dire, l'Adache est resté sans un monocale. Jusqu'à ce que Zied, finalement, se lance dans une rébellion contre le Mali. Donc Zied, son racisme exacerbé, l'a poussé à déclarer la guerre à la République du Mali. Et c'est dans ce contexte-là que Intala est devenu finalement un monocale. Vous voyez donc là que Zied lança la première rébellion, et vous voyez que cette rébellion ne concernait pas, même pas toute la famille de Atayer, à plus forte raison toute sa tribu, et on ne peut même pas parler de tous les Touaregs du Mali, et encore moins toutes les ethnies du nord du Mali. Et avant la rébellion, Modibo Keïta avait quand même très vite compris qu'il fallait aller rapidement dans la construction de cette jeune nation. Donc lui, étant progressiste, il avait fait adopter un code de la famille. Donc ce code de la famille donnait quand même un peu de dignité, si je peux dire ainsi, à la femme malienne, notamment en interdisant les mariages forcés. Et surtout, c'est que au regard de l'état civil, à la mairie, l'accord de la mariée était indispensable pour sceller l'alliance. Donc pour certains Touaregs et certaines tribus, cette pratique, le fait d'avoir le consentement de la femme, était contraire un peu aux traditions. Mais à part ces quelques points, je peux dire que la majorité des Touaregs n'a pas rejeté l'État malien ni Modibo Keïta, à plus forte raison les autres ethnies nomades. Comme je l'ai dit tantôt, Zied n'a pas eu le Tobol, Bakara était en contact avec Intala, et finalement Zied étant raciste, il a lancé une rébellion contre les Noirs, et son frère Intala est devenu un Menokal, et du coup, Zied, le frère d'Intala, il contacte les autorités françaises d'Algérie, qui étaient encore sous domination française. Donc, il demande avec des amis, notamment comme Bissada Ag Rakat, une audience au colonel Nivadioni, qui commandait alors tout le sous-secteur en fait, du cercle de Tamaracet. Donc, il demandera une aide aux Français de Tamaracet en armes et en munitions, afin de résister à la domination noire. Donc c'était ce terme. Et à cette époque-là, les Algériens du FLN également, qui se battaient pour libérer l'Algérie de la domination coloniale, étaient soutenus par Modibo Keïta. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est aussi à cause de ce soutien-là que les Sénégalais, notamment Léopold Sédar Senghor, n'ont pas voulu continuer avec la Fédération du Mali. Mais le FLN qui avait même installé une base militaire secrète, donc c'était une base arrière dans la région de Gao. Et d'ailleurs, vous ne verrez l'existence de cette base militaire dans aucun ouvrage traitant de la guerre d'Algérie parce qu'elle était secrète. Mais tout cela fut rendu possible par l'accord de Modibo Keïta pendant la conférence de Casablanca, donc en janvier 1961. Cette base menait des actions sur les positions de la France dans l'Algérie méridionale et grâce aux fournitures du Mali, ravitaillait également tous les maquis du Nord en armes. Le FLN avait aussi d'ailleurs un camp de recrutement et un camp d'entraînement. Et donc tout cela avec l'aide de Modibo Keïta et 5 officiers algériens, mais tous les autres combattants c'était des Maliens en réalité. Donc c'était des Maliens de Gao qui ont aidé l'Algérie à se libérer. Et les armes d'ailleurs du FLN aussi passaient par le Mali. C'est dans ce contexte-là qu'au milieu de 1961, cette base avancée ou cette base secrète en fait sur le territoire malien voulait attaquer donc des postes de l'armée française à la frontière algério-malienne. Et donc cette attaque était planifiée et prévue pour le mois de juillet. Donc on est en 61. Mais les Touaregs de Kidal, ayant eu vent de cette attaque-là, sont allés informer les autorités françaises, et notamment l'unité Méharis de Tamaracet, qui était commandée à l'époque par un certain capitaine Michel Vallée. Donc, du coup, cette attaque n'a pas eu lieu, mais malgré tout, les forces du FLN au Mali ont libéré la ville de Tamaracet le 5 juillet 1961. Donc ils sont rentrés dans Tamaracet et les soldats qui sont rentrés dans Tamaracet, qui ont libéré Tamaracet,
sont des soldats maliens du FLN. Et c'était le 5 juillet 1961. C'est donc dans ce contexte-là que la rébellion de Zied éclata. Elle était dirigée par Zied, mais Zied n'était pas seul, il avait quelques soutiens. Il y avait Amira Ag Fakri, dont la mère faisait partie des Illumiden. Les Illumiden, ce sont les Touaregs de Ménaka. Il y avait également Younes Ag Ahiba et son frère Ilyas Ag Ayouba. Donc eux, ils sont des Daoussagak. Il y avait Sidi Alamine Ag Escher et de son frère. Du coup, tout ce beau monde-là était coordonné par un certain Louhamed Gali, qui était un ancien interprète de Kelansa et qui avait exercé à Gao et à Tombouctou. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont déclenché cette rébellion-là en tuant des pauvres soldats isolés dans des postes très avancés, notamment à Kidal, des gardes et des soldats sans beaucoup de défense et surtout, ils les ont tués en toute impunité. Par exemple, il y a le cas de Sidi Alamine Ag Escher. Lui, c'était un criminel. Il était parti donc, à Tamaracet, comme je l'ai dit, pour rencontrer le colonel français qui était en poste là-bas. En tout cas, à son retour, il avait des armes. Il avait des armes qu'il avait cachées, donc des fusils, des munitions qu'il avait cachées un peu partout dans le désert. Et quand l'armée malienne fait la découverte de ces armes-là, donc c'est lui qui a tué le père de Yada Gali. Donc Yada Gali qui est aujourd'hui le chef d'un des groupes terroristes du Mali. Donc son père a été tué par Sidi Alamine Ag Escher. Donc il accusait en réalité le père de Yada Gali d'avoir dénoncé, donc d'avoir montré sa cache d'armes à l'armée malienne. Donc lui, comme vous dire qu'il a tué beaucoup de Touaregs, il tuait toujours et le plus souvent des civils, quand il y avait des policiers qui étaient en patrouille qui passaient, donc sans défense, et tout cela en toute impunité, il tuait des gens, c'était vraiment un assoiffé de sang. Par exemple, le 29 janvier 1964, il y avait sa troupe, donc bien Sidi Alamine Escher avec sa troupe, il a froidement tué le lieutenant Konimba Kourouma, que son âme repose en paix parce qu'il est mort pour le Mali. Donc le lieutenant Konimba Kourouma est mort vraiment pour le Mali. Et donc dans ce contexte-là, Modibo Keïta était obligé de faire quelque chose, d'agir. Donc il a fallu que Modibo envoie un renfort dans le nord pour vraiment mater cette guérilla-là et faire arrêter ces assassinats. Et c'est ainsi que des soldats bien patriotes et bien formés ont été déployés. Donc il y a eu Dibi Silas Diarra et Amadou Sissoko. Donc on peut dire que les capitaines Dibi Silas et Amadou Sissoko étaient des officiers très bien formés, ils étaient aussi très bien armés quand même, armes automatiques, blindés légers, moyens de télécommunication, donc il y avait la supériorité, il n'y avait vraiment pas eu de combat, donc la non-maîtrise du terrain était vite comblée et compensée par la formation et les équipements. Donc Dibi Silas Diarra était un grand spécialiste de la guérilla et des actions anti-guérilla. Donc il a appliqué des techniques de contre-guérilla qui sont enseignées dans les différentes écoles de guerre. C'est-à-dire qu'il créait des zones d'interdiction pour mieux contrôler la circulation des gens. Bref, la rébellion ne pouvait donc pas, dans ces conditions-là, subsister longtemps. Et les échos des combats affaiblissent assez rapidement. Les rebelles qui tuaient d'autres Touaregs pour les mettre sur le dos de l'armée malienne, parce que c'était un peu leur stratégie. Ils tuaient des civils, des civils, pour faire croire que l'armée malienne s'en prend aux Blancs, l'armée malienne s'en prend aux Touaregs. Et donc c'était la stratégie. Mais le fait que Dibi a créé des zones tampons, des zones civiles et des zones militaires, donc ils n'avaient plus accès aux civils. Et donc, ils ne pouvaient plus circuler librement dans ces zones-là. Et donc, ces massacres-là aussi étaient. Donc, ils étaient isolés matériellement également sur le terrain. Et sur le plan diplomatique, sur la scène internationale, ces rebelles-là ne pouvaient pas faire long feu face à la diplomatie de notre guide Modibo Keïta, qui ne laissait aucune place à de l'amateurisme. Donc, en réalité, c'est comme ça que cette rébellion-là a pris fin.
Mais en réalité, cette rébellion ne concernait qu'une petite partie des Touaregs de Kidal et non tous les Touaregs du Mali. D'ailleurs, même Intala, donc la famille de Intala, est restée quand même fidèle au Mali. Donc même si Zied est parti. Maintenant, après la rébellion, place à la paix. Donc Modibo Keïta, en tournée en novembre 1963 dans le nord du Mali, il prononcera un discours, je le cite. « Les rebelles ne doivent pas se faire d'illusions, car il ne sera pas toléré que des inconscients apportent la moindre dans l'extrême nord de la République. Une dernière chance est accordée aux rebelles afin qu'ils reprennent une vie normale. Ceux qui resteront sourds à cet appel n'auront plus de chance de survie après la date du 2 janvier 1964. Une seule peine sera alors prononcée à l'encontre de ces rebelles, la peine capitale. » Fin de citation. Donc ici, vous voyez bien que le chef s'assume. Donc au temps de Modibo Keïta et du socialisme africain, donc la chefferie a été vraiment réduite, les tribus sont ramenées au même niveau, bien que l'Amenokal ait conservé la direction coutumière de la région. Toutes les Tizawaten, c'est-à-dire toutes les tribus, furent mises vraiment sur le même plan. Donc on envoisinait à peu près 60 fractions. Donc avec Modibo Keïta, c'était 60 fractions. Et chaque fraction dépendait du chef d'arrondissement. Donc chaque fraction dépendait du chef d'arrondissement. Et l'ancienne structure pyramidale utilisée par l'administration coloniale fut donc rejetée. Donc on avait une société plus égalitaire dont l'idée était d'éviter d'ailleurs d'avoir des familles dirigeantes. Donc les chefs de fraction devaient être élus démocratiquement par tous les membres de la fraction, donc de la Taouset. Et d'ailleurs, à l'occasion, Intala a beaucoup aidé à l'installation du gouvernement et à l'installation de l'administration quand même dans la région de Kidal. Au-delà du changement d'organisation, Modibo Keïta avait aussi pour but de socialiser les masses. Donc il voulait engager les populations dans des organisations de masse sur le modèle des démocraties populaires. C'est ainsi que le mouvement des pionniers qui attirait beaucoup de jeunes du nord du Mali et notamment beaucoup de Touaregs. Et surtout, on était donc à la fin de la première rébellion. Il fallait tout faire pour que d'autres rébellions ne se produisent plus. Donc l'État socialiste Modibo Keïta prenait à 100% en charge tous les orphelins de la première rébellion. Donc Modibo Keïta a pris en charge 100% tous les orphelins, tous les enfants, les orphelins des rebelles, qui étaient gens qui s'étaient rébellés contre l'État. Et ces orphelins-là étaient donc encadrés par l'État afin d'éviter qu'il n'ait un esprit de vengeance. Donc ils avaient des cantines gratuites et ils étaient scolarisés. Et ce programme a été interrompu avec le coup d'État de Moussa Traoré en 1968. Mais sinon, c'est pendant cette époque-là que Djiby Silas Diarra, qui était dans la région, il instaura donc l'école obligatoire. Et donc l'école obligatoire, le regroupement des populations au moment de la rébellion pour couper le lien avec les rebelles, favorisera cette émergence. Donc il dotera chaque chef-lieu d'arrondissement d'une école, ce qui portera à 5 le nombre d'écoles dans la région en 1964. On est encore en 1964 et il y avait 5 écoles dans la région. Et de plus, des classes de second cycle furent mises en place à Kidal et à Tessalit. Et chaque école avait un objectif d'élèves scolarisés à atteindre. Et les chefs des Taouset, donc les 60 Taouset, les chefs avaient cette responsabilité-là. Et à titre de comparaison, pendant toute la période coloniale, il n'y a eu que 32 enfants Touaregs du nord du Mali qui ont été scolarisés. Pendant toute la période de la colonisation, il n'y a eu que 32 enfants qui ont été scolarisés. Et à partir de l'arrivée de Djiby Silas, il y avait un minimum de 300 nouveaux enfants qui faisaient leur entrée chaque année à l'école. Donc pendant toute la période qu'a duré la colonisation, il n'y a eu que 32 Touaregs scolarisés. Avec l'arrivée de Djiby Silas dans le nord, en seulement quelques années, il y avait chaque année un minimum, je ne dis pas le nombre total, mais un minimum, c'était l'objectif qui était assigné au chef de tribu, c'était 300 enfants qui rentraient à l'école chaque année. Ainsi, de 67 à 1968, le premier cycle, donc en premier cycle,
il y avait 21 classes uniquement dans la région de Kidal, 21 classes et 790 élèves. Là, on est encore en 1967-1968. Et au second cycle, il y avait 5 classes et 111 élèves. Et cette éducation-là concernait aussi des filles. Donc, les filles étaient également scolarisées. Il y avait, pendant la même période, au moins 255 filles sur un total de 828 élèves. Donc le nord du Mali était vraiment sur la voie de l'émergence. Le nord du Mali était vraiment sur la voie de l'émergence. Malheureusement, c'est le coup d'État de 1968 qui mettra un coup d'arrêt à ce vaste projet de développement du Nord. Alors, avec le renversement de Modibo Keïta et la fin des cantines scolaires, donc la fin de la prise en charge à 100% de tous les enfants, de tous les orphelins de la première rébellion, comment les Touaregs vont se comporter pendant les 23 années de dictature de Moussa Traoré. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo et à nous suivre sur nos différents réseaux.